Le corps du délit reste cependant sous la main de la justice. Le quotidien de l'économie ce matin titre sur le management et notamment le cumul de fonctions à risque au niveau de la Sonatrel. Le statut de tutelle technique et président de conseil d'administration du ministre de l'eau et de l'énergie à la Société nationale de transport de l'électricité Sonatrel compromet l'esprit de transparence et de performance espérée des lois du 17 juillet 2017 sur les entreprises et établissements publics. Le journal consacre donc toute sa colonne de la page 2 à cette information revenant donc sur ce conflit d'intérêts finalement avec donc ce cumul de fonctions qui se présente finalement comme un risque. Problème anglophone à la page 4 du quotidien de l'économie. Patrick Ekema décèle les banques du côté de Buea. Lui qui avait scellé ses banques comme plusieurs autres établissements commerciaux au lendemain de l'observation par ces entreprises du mot d'ordre de ville morte lancé par les leaders sécessionnistes. Une observation qui n'avait pas été du goût du maire de la ville de Buea qui avait donc décidé de sceller ces établissements pour avoir suivi ce mot d'ordre. Le journal, le quotidien de l'économie qui nous fait savoir que il est revenu sur sa décision en décelant les banques du côté de Buea. Le Messager ce matin, titre sur les inondations dans la ville de Douala. Mercredi noir à Douala, nous dit le journal Le Messager, qui rappelle que comme en août 2000, la pluviométrie abondante qui s'est abattue sur la cité économique hier, outre d'importants dégâts matériels, a provoqué panique et désolation parmi les habitants, dont certains ont été contraints de quitter leur domicile. Le journal qui présente le récit donc du reporter, notamment dans les arrondissements de Douala 3, Douala 4, Douala 5, les plus touchés par ce phénomène d'inondation, avec d'ailleurs un mort enregistré. Le journal qui pense que l'on s'achemine vers de nouveaux sans-abri. Donc, dans la ville de Douala, baccalauréat 2018 dans les colonnes du journal Le Messager, la région de l'Est en tête du classement, avec 62,19% de taux de réussite. La région du Soleil Levant réalise la plus belle performance au terme donc de cet examen. Et puis par jour, Joseph Lé bafoue les emblèmes de la République, nous dit le Messager qui fait savoir que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative se sert du papier en tête de son ministère pour convoquer un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté de Bertois. Mutation s'intéresse ce matin aux régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, et il y a pas de l'Organisation des Nations Unies qui accuse le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se dit préoccupé par la persistance d'informations faisant état des violations et abus commis dans ces régions. Zaïd Al-Hussein déclare que le gouvernement n'a pas permis au bureau local de l'ONU de vérifier ces informations. Et le journal qui pense que l'on s'achemine vers un nouveau dialogue de sourds entre les deux parties, à lire à la page 5 de ce journal qui nous parle aussi de la conférence sur la crise anglophone et le cardinal Christian Toumi qui s'engage pour la paix, lui qui lance donc cette conférence anglophone. Le journal L'Indépendant parle de la réhabilitation du tronçon routier sur la pénétrante est de Douala et parle d'accords occultes et de corruption au menu. Dans son rapport, la sous-commission de passation de ce marché propose l'octroi des travaux pour sa réalisation à son favori, la société chinoise Weta CRC, entre rétrocommission et conclusion. Autour de ce marché de 42 milliards de francs CFA, le ministre des marchés publics est vivement interpellé, nous dit donc ce journal. L'essentiel ce matin reste sur cette pénétrante est de la ville de Douala. Il parle de vétusté. La route nationale numéro 3, Yaoundé-Douala, à nouveau coupée. Une buse s'est effondrée hier au lieu dit Yassa à l'entrée de Douala du fait d'une forte pluviométrie, nous dit le journal Essentiel qui ajoute que le ministère des Travaux publics
rassure de ce que la circulation sera rétablie au plus tard demain, vendredi, grâce à la mobilisation sur le terrain des équipes de l'entreprise Razel et de celle du ministère des Travaux publics. En attendant, les populations habitant ce côté-là ou celles voulant rallier les villes de Douala et de Yaoundé souffrent tout simplement le martyre. Le journal qui nous parle aussi de ces alliances entre le RDPC et certains partis alliés relativement à la présidentielle 2018 et pense savoir ce qu'espèrent les ralliés donc du RDPC les ralliés au RDPC de Paul Biya. Leaders et militants de base des partis politiques de l'opposition sont donc en ordre de bataille autour de Paul Biya et lui affirment leur soutien. Après l'UNDP, l'UPC, le FSNC, l'ANDP, la coalition baptisée G20, 300 militants UNDP de la section de Ngaoundéré 3 annoncent leur démission du parti de Beloboba Magari pour rejoindre les rangs du RDPC, un champ de ralliement qui cache mal les intentions des acteurs qui sont donc mis en scène. Et puis, le financier d'Afrique ce matin s'intéresse au tourisme. Le ministère dont en charge le président de l'UNDP, une charte de l'hôtellerie pour la CAN 2019. Les acteurs du secteur veulent harmoniser les stratégies d'accueil, d'hébergement et de gestion des étrangers à destination du Cameroun lors de cet événement sportif, c'est-à-dire donc dans les colonnes du financier d'Afrique, qui nous parle aussi de compétitivité de l'Union européenne qui octroie 6,5 milliards de francs CFA au secteur privé. Voilà qui nous permet donc de sortir de ces principales unes et de recevoir l'un de nos invités du jeudi. Déjà présent, Camille Nélé, bonjour et bon jeudi. Éric Martial Diomo, bonjour. Bon jeudi aussi. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais avant de passer à notre séquence d'éclairage, je dois vous dire que chaque fois que je lis dans un journal que des militants de l'UNDP, parce que c'est ce parti qui est le plus visé, quittent l'UNDP pour aller soit vers le FSNC de Issa Chiroma, soit pour aller vers le RDPC, je comprends pas. C'est une drôle d'histoire parce que ces trois partis font partie de la plateforme de la majorité présidentielle. Alors, quand on quitte l'UNDP, qui est allié au RDPC pour aller dans le RDPC, moi je ne sais pas pourquoi on devrait en faire tout un tam-tam. Donc, moi, ça m'amuse énormément. Et le parti qui est le plus justement visé dans ce genre de désertion, c'est toujours l'UNDP. Et si on fait le compte des gens dont on nous dit qu'ils ont quitté le RDPC, l'UNDP depuis longtemps, je pense qu'à ce jour, il ne devrait plus rester beaucoup de militants à l'UNDP. Malheureusement. Ce qui Alors, est faux. en tout cas, peut-être parce qu'au niveau des militants aussi, si l'on s'en tient aux colonnes des journaux, on estime que voilà, c'est une alliance finalement de dupes dans laquelle les militants semblent ne pas se retrouver ou ne rien gagner et que seul l'intérêt du président national de ce parti compte. Et vous pensez donc qu'en quittant le parti allié pour aller se retrouver dans le parti mère, on va gagner beaucoup plus? Ah, c'est une bonne question. Alors, on va démarrer ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui parle de cette conférence anglophone convoquée. Le journal Mutation, en petite une, en parle aussi, tout comme d'autres journaux ce matin, sur cette conférence anglophone convoquée à l'initiative du cardinal Christian Toumi et d'autres leaders religieux. Voilà, notamment l'imam tout court Mohamed Adamou de la mosquée centrale de Bamenda, l'imam Aladi Mohamed Aboubakar de la mosquée centrale de Bouya. Tout ceci avec l'appui de Simon Munzou, porte-parole du groupe et coordonnateur du comité d'organisation. Voilà une autre initiative, Camille, allant dans le sens de l'apaisement et de la résolution de cette crise anglophone. C'est une initiative lumineuse, Éric Martial Diomo. C'est une initiative lumineuse parce que il y a des langues qui attendaient Monseigneur, le cardinal Toumi depuis très très longtemps, qui attendaient de le voir marquer de son empreinte, entrer, mettre les pieds dans le plat de ce bourbier. Mais cette fois-ci, moi je pense qu'il a commencé par où il fallait commencer, parce que il fallait vraiment qu'il y ait un débat. On parle de débat, on parle de dialogue, mais le dialogue avec qui et comment? Je pense que la stratégie adoptée par le cardinal Toumi, c'est-à-dire que commencer à parler uniquement avec les religieux, c'est-à-dire religieux entre eux, les catholiques, les musulmans, les protestants, maintenant les personnalités de la société civile et même les élites, mais seulement cette première conférence n'est circonscrite que pour
les personnes originaires du sud-est et du nord-ouest. Moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et ça, c'est fait dans le sens, dans la perspective maintenant d'un grand débat national où toutes les résolutions qui auront été adoptées dans ce premier forum pourront être amenées devant maintenant un forum beaucoup plus grand qui devrait selon les vœux du cardinal Toumi, qui devrait être fait sous l'autorité du président de la République. Il fallait bien que quelque chose soit fait. Il fallait que les Camerounais sortent un peu de cette logique où on voyait dans les réseaux sociaux les gens demandaient que tout le monde se mette à genoux pour prier. Non, on ne règle pas ce genre de problème avec les prières. On ne règle pas ce problème uniquement avec la force. On le règle maintenant avec des intelligences. On réunit des intelligences, on regarde où se trouvent les problèmes et maintenant on va les proposer sur une table. Moi, je pense que quand on a parlé de dialogue, moi on parle de dialogue des gens, il y a beaucoup de gens qui restent un peu dubitatifs en se demandant, oui, mais dialogue avec qui? Avec les gars qui tirent dans les villages et qui font des barricades et qui égorgent les policiers et les militaires? Non, c'est pas d'abord avec eux, c'est d'abord avec les populations, avec les chefs traditionnels, avec les religieux, avec les élites qui sont concernés et dont les familles sont en insécurité. Mais moi j'ai rencontré tout récemment un haut gradé des forces de sécurité qui m'a dit que lui-même ne peut même pas se rendre dans son village et les gens qui portent son nom sont menacés parce que ils portent son nom et on se demande que c'est peut-être sa famille. Donc, vous voyez qu'il y a une situation qui s'envenime de plus en plus. Il fallait bien que les choses soient faites. Et moi, le cardinal Toumi, moi, je pense qu'il marque un bon point en commençant par là. Allez, un très bon point, avec aussi l'un des aspects importants, l'invitation aux différents belligérants à cesser le feu, l'invitation à déclarer la fin des hostilités, tant du côté militaire que du côté des sécessionnistes, nous dit le cardinal Christian Toumi, avec aussi cette interrogation, Camille, véritablement, voilà, s'il faut envisager ce dialogue, dont la date arrêtée pour son déroulement est prévue pour la fin du mois d'août à venir, pense-t-on clairement que ces personnes qui tiennent les armes, ces personnes qui sont les leaders des groupes armés peuvent suivre un tel mouvement? La question Quelles sont les garanties à ce niveau? C'est une question pertinente, Éric Martial. C'est une question pertinente parce que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on verra, on a de plus en plus tendance à croire que ces jeunes qui sont sur le terrain, ces jeunes qui égorgent des militaires, les gendarmes et les policiers, qui effraient les gens, qui rendent la région complètement inhabitable, est-ce que ces jeunes agissent sous la coordination d'un seul chef, ou bien d'une seule hiérarchie? On a de plus tendance à croire que ce sont des groupes qui sont formés avec chacun ses troupes, avec chacun ses armes, avec chacun ses objectifs et avec chacun son fief. Donc on peut se demander, oui, maintenant si on les appelle, est-ce qu'ils pourront venir? On va discuter de quoi? Parce que eux, ils ne parlent, ils ne discutent, ils ne se battent que pour une seule logique, l'Ambazonie. Ils parlent de leur Ambazonie, de leur pays d'Ambazonie. Alors maintenant, s'il peut y avoir un dialogue dans ce pays, il est hors de question que on discute de l'Ambazonie. On va discuter des problèmes du Cameroun, pas de l'Ambazonie. C'est pour cela que quand vous dites que ces personnes pourront-elles déposer des armes, on peut se poser la question. Mais il faut absolument que les natifs et du sud-est et du nord-ouest se regardent dans les yeux, se demandent que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sans porter des armes, sont avec ces combattants. Et moi, je suis quelque peu offusqué chaque fois qu'on parle des belligérants. L'armée a la mission de protéger les frontières d'un pays, de veiller à la paix civile. Vous ne pouvez pas me dire que l'armée va se croiser les mains, ou comme l'a demandé quelqu'un qui est un réfugié au Niger, qui a dit que non, écoutez, si vous voulez la paix, il faut que les régions du sud et du nord soient démilitarisées. Vous imaginez ça? On enlève tous les militaires du sud-ouest et du nord-ouest. Ça fait quoi? Ça fait la démission de l'État, ça fait la démission de l'armée. Et maintenant, l'armée les régions seront uniquement maintenant sous la coupe réglée. Or, le problème, ce n'est pas de considérer l'armée comme un belligérant de l'autre côté et les sécessionnistes comme des belligérants. Moi, je pense que, comme est en train de faire Monseigneur Toumi, le cardinal Toumi, il faut d'abord que les gens parlent, se regardent, circonscrivent les problèmes et maintenant, à demande du chef de l'État, parce que le chef de l'État, il faut aussi le dire, jusqu'à présent, ne s'est pas personnellement réellement impliqué dans la résolution de cette crise anglophone, parce que beaucoup s'attendaient à ce que le chef de l'État appelle les gens, demande aux gens de s'asseoir, de venir même autour de lui. Bon, il ne l'a pas fait jusqu'à présent. On peut même se demander, est-ce que lui-même, le cardinal Toumi, ne le fait pas, peut-être après avoir discuté avec le chef de l'État, mais il faut absolument que le président Paul Biya mette son doigt dans cette affaire, parle aux gens lui-même,
Parce que vous savez très bien que l'histoire retiendra aussi de lui qu'il n'a pas, pendant les voici 36 ans, il n'a pas beaucoup parlé avec et son peuple et ses oppositions et les personnalités de son pays. Donc, une fois de plus, moi je pense que le problème est devenu tellement grave qu'il faut vraiment que Paul Biya, cette fois-ci, mettre la main à la pâte personnellement avec Monseigneur le cardinal Toumi et toutes les autres forces vives de ce pays. Sinon, on ne sortira pas de l'auberge. En même temps, en termes de propositions, là on est sur les projections. On ne devrait pas s'attendre à ce que le miracle se fasse en termes de propositions. Beaucoup pensent déjà que c'est quasiment les mêmes propositions qui ont été faites par exemple par la commission Moussongue qui avait réuni les populations du côté du nord-est et du sud-ouest et qui avait fait des propositions. Beaucoup pensent qu'on est parti pour tomber sous la coupole de quasiment les mêmes propositions. Alors vous savez, moi, la commission Moussongue, je n'ai jamais réellement cru en la commission Moussongue à organiser des conciliabules, pas de véritable dialogue, des conciliabules avec des personnes ciblées. Et maintenant, elle a fait ce qui est prescrit dans ses missions, c'est-à-dire que rendre compte au chef de l'État. Nous, on attend. Il y a toujours rien. Or, cette commission Moussongue aurait dû mettre en place des prémices justement d'une réunion comme celle-là, discuter avec les gens, les faire asseoir et leur dire maintenant, bon, voilà, nous allons nous arranger à ce que, avec ce que vous avez, nous allons organiser un grand débat national. C'est-à-dire qu'avec toutes les autres composantes des autres 10 régions, pour que nous mettions tous d'accord, non seulement sur la forme de l'État, parce que là aussi, il est question de la forme de l'État avec les ambassadeurs qui veulent emporter une partie de l'État, et maintenant sur les autres problèmes de frustration qui constituent aussi des points de fixation dans les multiples crises qu'il y a au Cameroun. Donc là aujourd'hui, l'action du cardinal Toumi, moi je pense que on peut estimer qu'elle est porteuse d'espoir et pour la recherche de la résolution. Mais bon, l'autre question, vous l'avez posée, est-ce que les sécessionnistes tiendront à cette conférence en déposant leur Kalachnikov sur le pas de la porte? Il faudrait bien attendre. Attendons de voir. Et peut-être pour sortir de ce sujet, cette spéculation de nombreux Camerounais qui pensent voir derrière cette initiative du cardinal Christian Toumi une certaine initiative de Paul Biya lui-même. Pourquoi pas? Vous savez, le chef de l'État a la réputation d'un homme très rusé. Il n'a peut-être pas voulu immédiatement appeler lui-même. Il peut très bien se mettre d'accord parce que Monseigneur Toumi, là aussi, des voix dignes de foi ont laissé circuler ce fait que le cardinal Christian Toumi a cherché à rencontrer le chef de l'État pour lui parler d'un projet de porte de sortie pour cette crise anglophone. Et il n'est pas interdit d'imaginer que peut-être le président de la République l'a reçu et qu'ensemble, de concert, ils ont mis sur pied un plan, commençant d'abord par cette première réunion entre Sud-Ouest et Nord-Ouest entre eux, et ensuite maintenant pour aboutir à quelque chose de national. Pourquoi pas? Ce ne serait pas une mauvaise chose, parce que le président de la République lui-même sait très bien que cette crise ne peut pas perdurer jusqu'en octobre pour son élection. Il ne faut pas qu'elle vienne lui mettre le sable dans sa sauce. Absolument. Alors, on va poursuivre cette fois-ci avec ces inondations à Douala, tout comme dans plusieurs autres parties du Cameroun. Le journal Le Messager, d'ailleurs, en parle, tout comme le journal La Nouvelle Expression, Mutation. En tout cas, ils sont nombreux les titres qui sont revenus donc sur ces inondations qui secouent actuellement le Cameroun. Mutation nous parle de 4 morts du côté de Limbé. Revenons sur ces inondations. À sa page 4, à sa page 2, La Nouvelle Expression nous parle du bilan qui s'alourdit du côté de Limbé, et Le Messager qui cette fois-ci lui parle de Douala avec donc mercredi noir observé à Douala, inondation, un mort enregistré et surtout donc de nombreux déplacés vers de nouveaux sans-abri, nous dit le journal Le Messager. L'essentiel lui parle de la vétusté de la route nationale numéro 3 Yaoundé-Douala, une route qui est à nouveau coupée en raison de ces fortes pluies. On va dire, les années se suivent finalement à ce niveau et se ressemblent, tout comme les titres se ressemblent à cette période de fin du mois de juillet, début du mois d'août. Les années se suivent et se ressemblent, mais nous sommes curieux de réaliser que ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent nos villes, ceux qui dirigent nos communes, nos régions, ne savent toujours pas prendre le devant et prévoir
ces fins de mois de juin, juillet, où les pluies vont toujours s'aggravent toujours et deviennent toujours terrifiantes. Et mais mercredi hier, c'était tout simplement l'apocalypse. Et moi, hier soir sur mon lit, j'ai pensé à une chose. Si les observateurs de la CAF étaient arrivés entre Lim et Douala hier, qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Ils seraient rentrés rapidement chez eux, puisqu'il n'y avait même pas de moyen de communiquer. Il y a des gens, j'ai un ami, Roland Tancap, qui a quitté Douala hier à 10 heures pour aller à Yaoundé. Il me dit qu'il vient d'être sur la route maintenant à 20 heures. 10 heures, il a passé 10 heures en route parce que la route était bloquée. Imaginez. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense que c'est de l'imprévoyance, c'est la façon assez cavalière pour les responsables des travaux publics et même les autres de ne pas régler ce problème des infrastructures. Regardez, voilà une fois de plus la route, voilà Yaoundé, la route qui relie la capitale économique à la capitale politique qui est coupée en deux une fois de plus. Imaginez le flux des gens qui sur cette route chaque jour. Et maintenant, quand elle se coupe, pourquoi? À cause d'une buse. Et on sait très bien que le problème des buses s'est posé pour la dernière fois et de façon dramatique avec... de façon catastrophique. Catastrophique, d'ailleurs, qui a même été l'une des raisons de l'apocalypse des écarts. Alors, les gens n'ont pas tiré toutes les leçons. Le ministre des Travaux publics à cette époque avait dit que non, toutes ces buses-là allaient être rénovées et tout ça. Mais depuis, ça fait déjà 2 ans. Il n'y a rien. Voilà encore une buse qui vient de couper la route en deux. Allez du côté de Bonabéry à Mambanda. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers ici à Douala qui sont complètement inondés. Et je vais vous dire, à l'occasion de cela, il y a même une nouvelle profession. Il y a des gens qui portent des gens sur leur dos pour traverser, pour sortir des quartiers ou bien pour atteindre la route. C'est tout simplement hallucinant. Dans un pays dont on nous dit que l'émergence à l'horizon 2035, dans un pays qui doit abriter la Coupe d'Afrique dans 10 mois, non, attendez, ça fait rêver, ça donne envie de grimper au mur. Voilà, mercredi noir à Douala, vous partagez cette une du journal Le Messager. Absolument, absolument. Ce journal décrit exactement ce qui s'est passé à Douala. Et pourtant, même les autorités de Douala savent très bien que au mois de juillet, c'est pas facile à Douala. Mais qu'a-t-on fait? Que fait-on pour prévenir ça? Que fait-on pour éviter qu'il y ait d'autres catastrophes comme ça? La communauté urbaine? Par exemple, je pointe aussi un doigt sur cette communauté urbaine qui certainement ne réalise pas qu'il y a des choses à faire avant la fin, le mois de juillet de chaque année. Voilà. Et les autres journaux, Nouvelle Expression, Mutation, parlent de Limbé, le bilan qui s'alourdit. Nous dit la Nouvelle Expression, 4 morts. Nous dit Mutation, c'était du côté de Bonjo, non loin de Down Beach. 4 morts suite à un éboulement et toujours suite à ces inondations. Les images ont défilé de façon permanente sur les réseaux sociaux hier, voir Limbé avec l'eau qui est en train de déferler, avec l'Amazon qui tombe, avec des gens qui sont en train de nager, d'autres personnes qui sont en train d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez dire que c'est uniquement parce que la nature est trop forte. Non, la nature n'est pas trop forte. Moi, je pense que ce sont les gouvernements de ce pays qui ne prennent pas suffisamment à cœur la résolution ou bien qui ne prévoient pas suffisamment ce qui peut arriver dans 2 mois, dans 3 mois. Gouverner, c'est prévoir. On sait très bien qu'il y a une forte pluviométrie entre les régions du sud-ouest et du littoral pendant cette période-là. Que fait-on pendant toute l'année, pendant les saisons sèches? Vous imaginez que vous savez qu'il y a des zones où c'est maintenant qu'on entreprend de faire des réparations. On ne peut construire quoi de solide sous la pluie? Alors que on a laissé 9 mois passer où il y avait du bon temps, où on pouvait faire des choses. Et maintenant, on se met à pleurer avec les autres, à lamenter que la nature est trop sauvage, la nature est trop forte. Non. Moi, je pense que c'est une question de gouvernance et de gouvernance assez timorée. Voilà, absence d'anticipation, direz-vous, absence de prévision au niveau des gouvernants. Le journal Le Messager qui nous parle aussi de ce fait passé inaperçu pour certains, mais ce parjure, en tout cas, parjure tel que titre Le Messager, Joseph Lé qui bafoue les emblèmes de la République. Le journal pense ainsi parce que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a utilisé le papier en tête de son département ministériel pour convoquer un meeting du RDPC du côté de Berthois. Certains pourraient dire c'est des faits auxquels les gens sont tellement habitués que voilà, cela rentre finalement plutôt dans le registre des faits divers. Mais ça ne passe plus. Il y a des gens qui commencent à faire attention. Vous avez l'excès de zèle des fonctionnaires qui confondent le RDPC, qui confondent le parti et le gouvernement, qui confondent leurs responsabilités
le commis de l'État avec celle politique qui découvre, parce que curieusement maintenant au Cameroun, quand on est directeur, on est ministre, on fait preuve d'un militantisme et d'un zèle extraordinaire. Là, vous imaginez, donc il y a des gens qui confondent cela en se disant que bon, je suis ministre, maintenant je suis directeur général, maintenant je peux mettre tout dans la même corbeille. On ne peut pas, il est militant du RDPC, il en a le droit, personne ne lui dénie ce droit, mais il ne peut pas convoquer un meeting du RDPC avec les papiers en tête de son gouvernement. Ce genre de petites choses, ce sont des maladresses. Sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux. Ah, mais sous d'autres cieux, vous imaginez bien le tollé que ça produit, mais ce sont des maladresses qui sont malheureusement courantes au Cameroun, et on a que nos yeux pour pleurer et bien entendu nos yeux pour rire jusqu'aux larmes, parce que ce genre de choses, pour un monsieur qui a quand même été au sommet du palais des Sourdis pendant longtemps, qui se retrouve ministre aujourd'hui, qui oublie de faire la différence entre les papiers qui doit annoncer un meeting du RDPC, entre l'entête du RDPC et l'entête de son ministère, c'est quand même un peu trop. Ah oui, c'est quand même un peu trop. Et puis, on va sortir avec le journal Mutation qui, lui, ce matin accuse, fait titre sur l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui accuse relativement aux régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Le journal qui revient donc sur le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui se dit préoccupé par la persistance d'informations faisant état des violations et abus commis dans cette région, et surtout de ce que les fonctionnaires de l'ONU n'ont pas eu accès à ces zones pour pouvoir vérifier un certain nombre d'informations sur ces abus, et l'ONU, voilà, qui, une fois encore, pointe du doigt le Cameroun. Et leur principale source, ce sont les réseaux sociaux. Moi, vous savez, quand moi je vois ce genre d'accusation, je ne suis plus amusé, ça ne donne plus envie de rire. Parce que l'ONU, une organisation comme celle-là, ne devrait pas demander d'avoir des preuves. Elle devrait descendre sur le terrain, elle a les moyens de descendre sur le terrain, elle a les moyens de... Malheureusement, aussi bien cette organisation, cette excroissance de l'ONU qui est ici, qui est là pour observer, qui sait très bien, qui voit tous les jours les militaires et les gendarmes et les policiers qui sont égorgés, pourquoi est-ce qu'elle ne dénonce pas? Elle dénonce seulement les abus. Mais les abus de qui? Parce que quand elle parle d'abus, elle parle d'abus des militaires. Et quand elle parle de l'extrême nord, c'est à propos de cette fumeuse vidéo dont eux-mêmes ils ont les moyens de vérifier. Ils ont les moyens de vérifier. Ils savent très bien que cette vidéo a été tournée par des activistes maliens. Ils le savent. Mais seulement, ils font tout pour ne pas faire semblant. Même si le Mali, on a parlé du Mali qui a démenti. Le Mali a démenti, mais seulement qu'est-ce qu'on demande? On demande au Cameroun de prouver quoi? C'est la personne qui accuse qui doit prouver. C'est pas celui qui est accusé. Vous comprenez? Dans cette histoire-là, vous n'avez qu'à regarder et vous vous poserez la question de savoir pourquoi est-ce que ces militaires tirent sur les femmes à l'extrême nord? Pourquoi? Est-ce qu'on a entendu un jour que les militaires ont tiré sur les femmes? Non. Ce n'est qu'au Mali, justement, qu'il y a un problème où des groupes armés étaient en train de massacrer les Peuls. Et même dans la bande originelle de cette vidéo que moi j'ai obtenue, vous entendez quelqu'un qui me voit off, qui dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez les Maliens, on tue les Peuls au Mali. C'était contre le gouvernement malien. Maintenant, nous avons les moyens de recouper cela. Nous avons même le moyen de descendre, rencontrer le gouvernement malien. Mais seulement quand l'ONU commence à dire que non, des bavures, des massacres à l'extrême nord, non. Cette affaire ne s'est pas passée à l'extrême nord, et moi je pense que le gouvernement ne le dit pas suffisamment. Et moi je dis que j'ai été un peu contrit quand le ministre de la Communication, qui a bien voulu faire une communication sur cela, essayer de donner la part de vérité, a commencé par dire que le président de la République a ordonné une enquête, mais seulement nous adressons les condoléances aux familles éprouvées. C'est quelle famille? Les familles maliennes? Vous comprenez? Moi, je pense que dans cette histoire-là, justement de cette vidéo, je pense que le gouvernement, je pense que les autorités de l'armée ne font pas beaucoup d'efforts pour éclairer suffisamment les gens et dissiper ce doute qui empoisonne l'atmosphère. Parce que ces Américains qui ont les moyens de constater, parce que eux, ils ont les moyens de constater. On nous dit qu'ils ont des satellites. Pour une histoire, on nous reçoit aujourd'hui une histoire que l'on dit, c'est passé il y a 4 ans. Non, attendez. Donc, moi, je ne suis pas très d'accord avec, justement, ces ONG qui font beaucoup plus de l'activisme que de la recherche de la vérité et la recherche de la compréhension des problèmes, mais qui sont là pour accabler l'armée camerounaise, qui, elle, ne fait que se défendre. L'armée camerounaise ne fait que défendre les Camerounais, elle ne fait que défendre le territoire camerounais.
Mais par contre, elle est attaquée, elle est incendiée, elle est maintenant vilipendée à travers le monde entier. Et pourtant, l'armée camerounaise est l'une des armées les plus disciplinées d'Afrique. Allez, merci à vous Camille et surtout bon jeudi. Rendez-vous pris pour demain vendredi pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Madame, monsieur, merci à vous d'être restés en notre compagnie. Demain, après le journal télévisé bilingue de 9h, nous serons là pour un autre numéro. Au revoir et surtout très bonne suite sur Equinox Télévision.